Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine, également pour ce mois d'octobre. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, les partis et formations politiques ont jusqu'au 10 novembre pour formuler des remarques sur le texte de l'avant-projet de décret électoral, désormais disponible au niveau des locaux du CEP à Pétionville. Le document définitif sera transmis au gouvernement à la mi-novembre, selon l'actuel président du CEP, Jacques Desrosiers. Le gouvernement active le fonds d'urgence après le passage de Mélissa afin de répondre rapidement aux besoins des populations sinistrées. Le fonds d'urgence vise à garantir la disponibilité immédiate de moyens pour appuyer la protection civile, les collectivités et les ministères sectoriels dans la gestion de la réponse, selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Également à la une, le président Donald Trump a instauré les droits de douane afin de protéger l'industrie américaine et de réduire le déficit commercial avec la Chine. Si ces mesures ont parfois été présentées comme un succès pour la politique économique américaine, elles ont aussi suscité des tensions avec la Chambre des représentants, seule détentrice du pouvoir de légiférer sur les impôts selon la Constitution. L'économiste William Savary commentera cette actualité dans le journal. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Conseil électoral provisoire a annoncé que le projet de décret électoral devant régir les prochaines élections est enfin disponible. En ce sens, un ensemble d'acteurs politiques et de la société civile s'était rendu au local du CEP ce vendredi dans le but de récupérer le document pour ensuite produire leurs recommandations. Cette journée a été marquée par la visite du siège du CEP par les conseillers présidents Frinel Joseph, Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller, qui ont félicité l'institution électorale pour la soumission officielle du projet de décret électoral. Suivez ce reportage de Réti Fortuné. Il s'agissait pour le Conseil électoral de mettre à la disposition des partis politiques et des acteurs de la société civile le projet de décret devant réglementer les prochaines élections dans le pays. À la mi-journée, certains acteurs ayant fait le déplacement n'ont pas pu repartir avec leurs documents imprimés en raison d'une rupture de stock. L'élaboration de ce projet de décret fait suite à un appel pressant du gouvernement au CEP afin qu'il produise en urgence ce document fondamental. Les conseillers présidents Frinel Joseph, Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller ont profité de cette journée pour se rendre au siège du Conseil électoral pour faire le point sur le prochain scrutin. Frinel Joseph. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui prenons le gain pour nous faire l'élection, parce que selon l'accord 3 avril, le mandat CPT a fini, mais cependant, il est important pour nous capables de lancer le processus. Lors de la rencontre, les conseillers présidents ont encouragé les membres du CEP à poursuivre leurs efforts. Ils ont insisté sur la nécessité d'un processus électoral crédible, inclusif et indépendant. Selon eux, seule une démarche transparente peut renforcer la confiance des citoyens et faciliter le retour à un ordre institutionnel stable. Ça, c'est trop quête là, mais ça là derrière, parce que il y a un calendrier qui est pour sortir, il y a un plan, tout plan de comment élection, plan opérationnel qui est pour sortir, et le processus là pour lancer officiellement bientôt. Donc ça, nous devons venir encourager CEPA pour le travail que vous faites et nous féliciter parce que la conjoncture là, pas ta permettre de travail, non, mais obligé de faire sacrifice là. Ils se sont sacrifiés pour la nation. Cette initiative intervient alors que plus d'un émettent des doutes quant à la possibilité qu'il y ait des élections dans un avenir proche en Haïti. Pendant ce temps, les dirigeants appellent à la vigilance, au professionnalisme et à la collaboration de tous les acteurs pour garantir des élections crédibles et équitables. Toujours dans ce chapitre, les partis et formations politiques ont jusqu'au 10 novembre pour formuler des remarques sur le texte de l'avant-projet de décret électoral, désormais disponible au niveau des locaux du CEP à Pétionville. Le document définitif sera transmis au gouvernement à la mi-novembre. Le président de l'institution électorale assure qu'une étape décisive est désormais franchie. L'avant-projet de décret électoral tient compte des défis actuels, affirme-t-il.
Jacques Desrosiers rappelle l'obligation de rendre les élections plus inclusives envers les femmes et les Haïtiens de l'étranger. Il évoque également la nécessité de regrouper les partis, révélant qu'une liste de 300 organisations politiques lui a d'ores et déjà été transmise par le ministère de la Justice. Écoutons le président du CEP, Jacques Desrosiers. C'est une étape décisive parce que c'est le cadre légal qui peut organiser l'élection. Cette première étape-là, c'est une étape qui est plus importante. C'est lui-même qui définit règle jouette élection. C'est décisif parce que c'est lui-même qui définit règle jouette élection. C'est lui-même qui constitue cadre légal qui peut mener le processus. Parlez-nous de quelques éléments clés sur le projet. Il y a plusieurs éléments clés dans le projet de décret. Pour l'élément clé, c'est ça, pour que la gestion du registre électoral, nous allons aller vers l'enregistrement des électeurs. C'est ça, l'enregistrement des électeurs, au lieu que nous ne pas gagner pour seulement 4, on y a pu voter, mais il y a gagné pour inscrire sur le registre électoral. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons dire là-dedans. Deuxième élément que nous avons là-dedans, c'est renforcer incitatif pour permettre que, premièrement, il y ait plus de femmes qui participent dans l'élection qui candidats, et deuxièmement, incitatif pour permettre que parti autour encourager les femmes pendant le candidat pour capable de gagner plus de femmes qui éluent dans la question. Troisième bagage là, c'est le renforcement du régime financement parti politique en façon pour que nous prévoyons plus avantages comparatifs avec partis qui regroupent ensemble. L'autre élément qui l'a décréé, c'est le renforcement organe juridictionnel conseil électoral en termes de contentieux. On parlait de BCEC, BCEN, BCED. L'autre élément encore qui gagnait dans le décret qui est assez important, c'est le regard vers la diaspora. Le regard vers la diaspora, côté KRPA a dû étudier possibilité pour qui permettre la diaspora à voter dans l'élection, même si ce n'est pas de tous côtés, même à travers une zone pilote. L'autre élément qui gagne dans le décret, c'est le renforcement du régime de sanctions pour les infractions électorales. Donc, c'est un ensemble d'éléments que nous notons, que nous soulevons pour matin, parmi les points importants qui sont dans le décret. Autre point de l'actualité, le gouvernement active le fonds d'urgence après le passage de Mélissa. Afin de répondre rapidement aux besoins des populations sinistrées, le fonds d'urgence vise à garantir la disponibilité immédiate de moyens pour appuyer la protection civile, les collectivités et les ministères sectoriels dans la gestion de la réponse, selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Dans l'intervalle, en collaboration avec les ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ainsi que des Travaux publics, Transports et Communications, le ministère de l'Économie et des Finances procède actuellement à l'évaluation des dégâts causés par l'ouragan Mélissa en vue d'ajuster les allocations budgétaires d'urgence. Le gouvernement annonce que des discussions sont également en cours afin de solliciter un appui additionnel auprès des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement BID et le Fonds monétaire international FMI. Le secrétaire d'État canadien au développement international a annoncé ce vendredi un financement de 7 millions de dollars destiné à l'aide humanitaire afin de soutenir les efforts de secours d'urgence de la région des Caraïbes. Sur ce montant, 5 millions de dollars seront alloués à des partenaires humanitaires afin de fournir une aide vitale, notamment des denrées alimentaires d'urgence, de l'eau, des services d'assainissement et de santé, ainsi que des services de protection et de logistique. Les 2 millions de dollars restants ont été alloués au Centre logistique régional des Caraïbes du Programme alimentaire mondial qui achemine des denrées alimentaires et des articles de première nécessité vers la Jamaïque. Le Canada a également proposé de déployer des fournitures de secours provenant de ces stocks d'urgence par l'intermédiaire du mouvement de la Croix-Rouge si le besoin s'en faisait sentir. Parlons à présent économie. Le président Donald Trump a instauré des droits de douane afin de protéger l'industrie américaine et de réduire le déficit commercial avec la Chine. Si ces mesures ont parfois été présentées comme un succès pour la politique économique américaine, elles ont aussi suscité des tensions avec la Chambre des représentants, seule détentrice du pouvoir de légiférer sur les impôts selon la Constitution.
En Asie, Donald Trump cherchait à renforcer les liens économiques et à obtenir des concessions commerciales, mais son voyage a laissé un bilan mitigé. Pékin a de son côté utilisé sa position dominante dans le secteur des terres rares comme moyen de pression face aux tarifs américains. En fait, la reprise des achats de soja par la Chine a apporté un répit bienvenu aux agriculteurs américains durement touchés par la guerre commerciale entre les deux puissances. L'économiste William Savary va nous aider à comprendre les enjeux de ces événements successifs. Monsieur William Savary, bonsoir. Merci d'être avec nous à Metro News. Bonsoir Madame Berline, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Les présidents américains et chinois se sont rencontrés en Corée du Sud pour finaliser un accord bilatéral. Les droits de douane américains sont abaissés, les restrictions chinoises sur les terres rares et certaines technologies également suspendues et Pékin promet également d'augmenter ses achats agricoles et investissements aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, les deux grandes puissances à conclure cet accord après des mois, voire des années de tensions commerciales? Il faut au préalable souligner que c'est un ralentissement de tension, c'est un abaissement de tension pour une période d'une année. Donc, ils ont une année pour vérifier si l'un et l'autre évoluent, si l'un et l'autre est en conformité avec l'accord qui a été trouvé. Maintenant, il faut souligner que M. Trump s'en est servi des droits de douane comme une stratégie, d'une part, d'une stratégie diplomatique et aussi une stratégie pour augmenter le flux des investissements vers les États-Unis. Il était question au cours de ces élections d'imposer les droits de douane et à l'époque, on s'attendait à ce que l'économie mondiale s'effondre. Mais au fur et à mesure que la présidence de M. Trump est en exercice, s'exerce, on voit plutôt que les droits de douane sont des outils qui sont utilisés pour obtenir des autres nations ce dont M. Trump voulait. Par exemple, aujourd'hui, si vous voyez, les droits de douane sont utilisés à diverses fins. Donc, en ce qui concerne la Chine, il y a eu une menace d'augmentation de droits de douane de 100% sur les produits chinois. Donc, ceci est peut-être à incentiver la Chine à contempler un accord ou un abaissement de tensions, comme je l'ai dit, pour une période d'une année. Alors, vous avez parlé là, les deux pays se retrouvent, dont les intérêts de l'un et les intérêts de l'autre ont été menacés, donc ils essaient de mettre une bémol, si vous voulez, dans les relations entre les deux pays. Vous avez évoqué les avantages pour les États-Unis. Qu'en est-il de la Chine? La Chine également, il ne faut pas oublier que la Chine avait déjà anticipé les réactions de M. Trump, parce que pendant la première administration de M. Trump, la politique des droits de douane avait été mise en application. Donc, à l'époque, depuis le départ de M. Trump et depuis, la Chine a pensé à diversifier ses sources d'approvisionnement d'une part et ses marchés. Et aujourd'hui, une grande partie de la production chinoise est vendue ailleurs. Donc, les importations pour les États-Unis, les exportations de la Chine vers les États-Unis a diminué considérablement. Parce que la Chine a pu augmenter ses exportations vers d'autres pays. La Chine a développé des relations plutôt sérieuses avec les pays du continent africain, les pays de l'Asie, les pays de l'Amérique centrale et autres pays de l'Amérique du Nord. Donc, et ceci va... Le hiatus, le bémol qu'ils ont trouvé là maintenant, ça va permettre à la Chine, d'une part, d'acheter des États-Unis, par exemple, la soja, que la Chine, à cause des tarifs américains, avait répliqué en appliquant des tarifs également sur la soja américaine. Donc, la Chine va pouvoir s'approvisionner en soja des États-Unis. La soja est importante pour la Chine parce que ça vraiment répond à leur sécurité alimentaire. Parce que la Chine produit à peu près, importe 80%
de sa consommation de soja. Ça fait au-delà de 110 000 tonnes de métriques tonnes de soja par année que la Chine importe. Et des États-Unis, importe. Donc aux États-Unis, la Chine importait 25 millions de métriques tonnes, ce qui représente à peu près 23 à 25% de la consommation chinoise. Donc, avec le bémol qu'ils ont trouvé, ils vont commencer timidement, par exemple, d'ici maintenant à la fin de l'année, ils vont acheter des États-Unis à peu près 11% de leur consommation, soit 12 millions de tonnes métriques de soja des États-Unis. Les deux ont quelque chose à gagner, donc les deux vont se surveiller, puis ils verront ce qui va se passer pendant un an. Maintenant, il faut souligner que la Chine a promis d'acheter 25 millions de tonnes métriques de soja dans les trois prochaines années, c'est-à-dire à partir de la saison de 2026, 27, 27, 28, 28, 29. Donc les deux se sont tirés d'affaire de cette affaire. Alors toujours dans le cadre de cet accord, il y a la restriction chinoise sur les terres rares et sur certaines technologies qui ont été suspendues. Parlant des terres rares, nous savons que l'extraction et le raffinage de ces métaux sont dominés par la Chine justement. Alors déjà, pourquoi ces terres sont-elles si stratégiques ? Bon, d'une part, il faut souligner que la Chine, pendant les 40 dernières années, s'est positionnée pour le contrôle du raffinage des terres rares. Et de ces terres rares, premièrement, il y a les terres rares et il y a les métaux qui composent ces terres rares. Ce sont des trucs qui, en vertu de leur composition cristalline et leur structure chimique, qui ont une conductivité, c'est-à-dire qui traversent l'électricité, une malléabilité, qui sont très résistants et qui peuvent résister à la corrosion. Et ils sont utilisés dans plusieurs éléments, par exemple les automobiles électriques, les panneaux solaires, les instruments de télécommunication. Donc, et ceci en soulignant également que les terres rares sont très importantes dans la construction et dans la fabrication d'armes et les fusées, par exemple. Donc, il y a un instrument, il y a l'un des métaux critiques qui s'appelle l'antimony. L'antimony a plusieurs composantes et la composante du fer dans l'antimony est très utile. Et l'antimony est utilisé par exemple dans la fabrication des balles pour les fusils. L'antimony est utilisé dans la fabrication de fusées, la fabrication de diverses armes qui sont importantes pour la défense américaine. Donc ça, c'est encore quelque chose qui inquiétait les Américains parce qu'en fait, ils doivent être en mesure de s'approvisionner dans la fabrication de leurs armes alors qu'ils sont impliqués dans plusieurs pays à fournir des armes pour faciliter des guerres. Monsieur Savary. Certains diraient encourager des guerres. Monsieur Savary, parlons toujours des terres rares. Historiquement, pourquoi la Chine détient-elle cette position dominante dans la chaîne d'approvisionnement? Il y a deux écoles de pensée. Par exemple, il y a une école de pensée qui vous dit que la Chine s'est positionnée depuis les années, il y a de cela 40 ans, pour que ce soit chez elle que le raffinage de ces terres rares se fasse. Parce que c'est très coûteux et ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a aussi beaucoup d'éléments nocifs qui sont générés dans le raffinage des terres rares. Donc, et la Chine s'est positionnée. Bon, la Chine a, dans ce cas, pris beaucoup de risques aussi. Parce que là, raffiner les terres rares, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a certains endroits, certains pays, en vertu des règles d'antipollution, qui n'accepteraient pas que les terres rares soient raffinées sur leur territoire. Donc, la Chine s'est positionnée pour que ce soit chez elle que ce travail se fasse. Donc, c'était une décision stratégique
de la Chine, alors que dans les autres pays, c'était également une décision stratégique de ne pas raffiner les terres sur leur territoire. Donc, c'est en fonction de la pollution que ça génère. Donc, il y a des deux côtés. Il y a d'un côté quelqu'un qui a accepté de le faire, il y a de l'autre côté quelqu'un qui a refusé de le faire. Maintenant que tous les gens se rendent compte aujourd'hui de l'importance stratégique des terres rares, par exemple, aux États-Unis, ils ont pris des décisions à partir desquelles le gouvernement américain a investi massivement dans certaines entreprises qui sont impliquées dans l'extraction de terres rares. Donc, les États-Unis ont actuellement investi au-delà de 500 millions de dollars dans diverses entreprises. Il y a une entreprise canadienne dans laquelle ils ont investi. Il y a une entreprise américaine, ils ont investi près de 110 milliards de dollars. Donc, ils sont en train de se réveiller à cette réalité de la stratégie, de l'importance stratégique d'avoir accès et aussi de faire le raffinage des terres rares. Maintenant, il faut souligner qu'il y a des mines de terres rares aux États-Unis, il y a des gisements de terres rares aux États-Unis, il ne faut pas sous-estimer. Et il y a dans plusieurs pays. Mais c'est vraiment se positionner pour faire le raffinage. Le raffinage, le traitement de ces terres rares qui est important. Et comme dernière question, M. Savary, ce nouvel accord, en quoi vraiment la donne va être changée, notamment à court terme? Bon, en aucune. Parce que je vais vous donner deux indices qui doivent attirer votre attention, sur lesquels vous devez jeter un coup d'œil de temps à autre. La première, c'est le prix de l'or. La deuxième, c'est le prix du pétrole. Maintenant, certains diraient les indices financiers, les indices du marché financier, mais fondamentalement, le prix de l'or et le prix du pétrole sont deux éléments qui indiquent, par exemple, s'il y a des tensions dans le monde, ça se reflète premièrement à ce niveau-là, en fait, sur ces deux denrées. Donc, vous n'avez qu'à observer le prix des denrées. Et si le prix est stable, il n'y a pas beaucoup de volatilité, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Ensuite, ils se sont accordés une année pour se surveiller l'un et l'autre. Donc, on verra. On verra. Il faut être patient. Oui, il faut être patient. Merci infiniment à vous pour vos précisions. Merci infiniment. Merci et bonne nuit. Merci encore. Voilà donc les précisions de l'économiste William Savary. Il était l'invité de Maître News ce soir. Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce l'ouverture des inscriptions pour la session du baccalauréat de décembre 2025. Ce concours est destiné aux candidats recalés lors de l'année académique 2024-2025. Selon un communiqué officiel de la Direction générale du MENFP, les épreuves se dérouleront du 15 au 18 décembre 2025. Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 28 novembre 2025 et devront être effectuées dans toutes les directions départementales d'éducation. Seuls les candidats recalés en terminale peuvent s'inscrire à cette session. Le MENFP précise que les candidats ne passeront que les épreuves des matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la note de passage requise, à condition qu'ils figurent dans la base de données du Bureau national des examens d'État BUNEX pour 2 années consécutives. En revanche, les candidats n'ayant pas été enregistrés pendant 2 années consécutives devront repasser l'intégralité des matières du baccalauréat. Les candidats devront s'acquitter d'un droit d'inscription fixé à 2000 gourdes. Ils devront également fournir leur fiche de participation aux dernières épreuves ou à défaut une attestation émise par le ministère. Enfin, 2 photos d'identité récentes seront exigées également. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. Les partis et formations politiques ont jusqu'au 10 novembre pour formuler des remarques sur le texte de l'avant-projet de décret électoral, désormais disponible au niveau des locaux du CEP à Pétionville.
Le document définitif sera transmis au gouvernement à la mi-novembre selon l'actuel président du CEP, Jacques Desrosiers. Le gouvernement active le fonds d'urgence après le passage de Mélissa afin de répondre rapidement aux besoins des populations sinistrées. Le fonds d'urgence vise à garantir la disponibilité immédiate de moyens pour appuyer la protection civile, les collectivités et les ministères sectoriels dans la gestion de la réponse selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis le président Donald Trump a instauré des droits de douane afin de protéger l'industrie américaine et de réduire le déficit commercial avec la Chine. Si ces mesures ont parfois été présentées comme un succès pour la politique économique américaine, elles ont aussi suscité des tensions avec la Chambre des représentants, seule détentrice du pouvoir de légiférer sur les impôts selon la Constitution. L'économiste William Savary était avec nous dans ce journal. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et bon week-end.